Mon mot de minuit est le mot évidence, parce que c'est un mot qu'on utilise une fois qu'on a cessé de combattre ses sentiments. Mon mot du jour, ça sera communisme. Parce que enfin, c'est un mot qu'on peut prononcer sans être obligé de s'excuser, de s'expliquer pendant une demi-heure. Tout le monde comprend ce que ça veut dire aujourd'hui, se dire communiste. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Indifférence absolue au paraître, au sens le plus large. Ce que je suis dans l'esprit des autres ne m'importe pas, inexistant. Ce qui ne veut pas dire que toute sympathie me soit égale. Si on reconnaît mes qualités et qu'on m'aime pour elles, j'en suis heureuse, mais le jugement m'est égal. Certitude de ma valeur en tant qu'être unique, distinct, quelles que soient mes qualités d'intelligence. Devoir de la développer en faisant concourir à cette tâche toutes mes facultés, mais comme moyen seulement s'attacher à celle-ci. Certitude qu'il n'y a là que la moitié de la tâche et qu'il faut aussi se dépenser et agir. Liaison entre les deux, j'agirai d'autant mieux que ma formation sera plus profonde et l'action augmentera ma valeur. Mais indépendance des deux buts proposés, je n'agis pas pour me développer, je ne me développe pas pour agir. Chacune de ces deux tâches a sa fin en soi. Il y a 2 ans, je disais vie heureuse, féconde et glorieuse, je me contenterai de vie féconde. Je crois qu'il ne faut pas mépriser le bonheur, ni le chercher et le désirer, l'accepter comme un soutien, un encouragement, une détente ou une décoration, le goûter même avec intensité tant qu'il ne peut amener de diminution, mais ne pas en faire un but. Dans le détail, le développement du moi doit être d'abord un effort vers la vie intérieure de plus en plus forte et l'indifférence à la vie extérieure, au sens complet du mot, me suffire à moi-même, puis un effort vers la totale sincérité, c'est-à-dire dégager mes opinions de mes sympathies et consentir à être absolument moi, même quand ce moi est absurde. Extrait du premier cahier de jeunesse, Simone de Beauvoir, Les Mémoires, publiés en 2 tomes chez Gallimard, dans la collection La Pléiade. Ceci est un conseil de lecture et ceci fait partie de mon combat contre l'immédiateté et pour une réinvention d'une temporalité longue, celle de lire de gros livres. C'est Des mots de minuit, vous êtes chez vous, en voici le sommaire. Il y a de la radicalité chez ces deux-là, l'un a 82 ans, l'autre pas. Éric Hazan, éditeur artisan, écrivain, traducteur, homme de tribune et de pétition, de cœur, il fut chirurgien et de cause, pro-palestinien. La Fabrique, petite maison d'édition et 40 mètres carrés de bureaux sans tiroir. Ligne éditoriale, le livre est un pavé, dit le proprio, contre l'ordre existant. Qu'il s'agisse de l'insurrection qui vient du comité invisible, des textes de Alain Badiou, d'Eyal Sivam, d'André Chiffrine ou de Jacques Rancière. Pour Hazan, pas de pas perdu, il aime Paris comme Balzac l'a parcouru, en commun ce regard impitoyable sur la comédie humaine. Radical, Cécile Coulon l'est tout autant, dans ses romans, sa poésie, sa détermination à courir jusqu'à sublimer la douleur, dans son tropisme clermontois de blaireau. Et quelle plume, sortie du bois à l'adolescence pour des livres denses, sinueux, térébrants, où se disent les forces de la nature et des lieux, toujours les ambivalences et les détours de l'humaine condition en sentiment et en acte. Une auteure, une lectrice gourmande qui, à son âge, qu'elle m'excuse, ne se voudrait dupe de rien. Musique également dans cette émission avec le rocker Samy de Coster, des crâneries d'Elvis aux crooners des années 50. Métis, radical, réjouissant, des mots de minuit 567, vous êtes chez vous. Éric Hazan, Cécile Coulon, peut-être un mot sur ce que vous avez entendu de Simone de Beauvoir, du rapport de soi à soi et de soi à l'extérieur. Éric Hazan, comment vous faites écho à ce que j'ai lu d'elle? Il y a quelque chose qui m'est assez étranger, c'est une espèce de mise en avant de la vie intérieure.
disons que c'est une façon de voir les choses qui n'est vraiment pas du tout la mienne. Et je trouve que chez elle, il y a une part passionnante et puis une part qui m'embête, qui est celle-là, justement. Et- Mais comme témoin de l'époque, elle est incomparable. Parce qu'elle est arrivée quand même à ce qu'elle dit dans le fragment que vous avez lu, à distinguer ses sympathies de ses opinions. Donc à se mettre Oui. à une bonne distance. Et pour vous, Cécile, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce qui fait écho chez vous de Simone de Beauvoir? Du passage. que j'ai De ce lu, passage, parce que de Simone de Beauvoir, il faudrait beaucoup plus d'heures pour en parler. De ce passage-là, il y a peut-être... J'aimerais pouvoir dire, en fait, que je ne fais pas attention au jugement des autres, mais ce serait faux. Mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir le dire? En fait, quand j'entends ce passage, j'ai plutôt une sensation de résignation par rapport à mon époque. Je vais essayer de résister un peu plus fort et un peu plus longtemps. Voilà ce que je me dis quand j'entends ce passage. En même temps, il y a quand même beaucoup de mythes aussi autour de Sartre et de Beauvoir. Il y a beaucoup de non-dits dans cette relation singulière. Des mots de minuit, ce sont des expressions, ce sont des mots. Alors avant d'aller questionner le travail de l'un et de l'autre, il y a une expression que je voulais vous soumettre, c'est premier de cordée. Chez vous, Éric Hazan, avec premier de cordée, je mettrais peut-être insurrection. Bon. Mais premier de cordée, c'est un texte de Frison Roche. Et puis ça a été utilisé récemment par un président de la République, un jeune président de la République. Et donc voilà pourquoi je vous le pose aussi à vous, Cécile, c'est l'idée que vous seriez une première de cordée, puisque la critique fait de vous comme auteur une incarnation d'une génération qui arrive. Première de cordée. Première de cordée. Pour situer, c'est les premiers textes qu'on écrit à 11-12 ans. On publie pour la première fois à 15-16 ans. Aujourd'hui, un peu plus de 10 ans plus tard, vous êtes à votre 11e livre. Donc il y aurait en ce sens, oui, une tête de cordée. Alors peut-être première de cordée, mais la montagne est encore très haute. Il y a encore une très très longue paroi à grimper. Moi, premier de cordée, ça m'inspire surtout une place sportive, puisque le sport, ça me parle énormément. Alors je dirais peut-être pas première de cordée, mais lièvre, peut-être. En course à pied, on parle de lièvre. Quelqu'un qui donne une sorte de mouvement aux autres, ou en tout cas qui ne guide pas les autres, mais qui donne une vitesse, qui donne une foulée. Peut-être que le premier de cordée en montagne ou en littérature est une personne qui, à un moment donné, et ce n'est qu'une illusion, va proposer une foulée, va proposer une écriture, va proposer un rythme d'écriture aussi, et peut-être des thèmes d'écriture qui étaient moins proposés ou plus proposés du tout. Là, je ne sais pas si j'incarne quelque chose, en tout cas, j'essaye en écriture d'incarner des territoires, ça c'est certain, une certaine géographie rurale aussi, et vous parliez tout à l'heure du combat contre l'immédiateté, et j'aimerais bien pouvoir incarner ça, en tout cas, en littérature aussi. Premier de cordée, Éric Hazan. Pour moi, c'est une expression un peu terrible. Je veux dire, dans la bouche du président de la République. Autrement, premier de cordée, en montagne, ça s'entend. C'est normal. Mais dans la bouche du président de la République, cette espèce d'élitisme extrême, sans complexe, c'est vraiment quelque chose que je trouve dégoûtant. Je trouve que c'est un peu effrayant qu'au sommet de l'État, on trouve des gens qui aient cette manière-là de penser. L'individualisme absolu, hein, le premier de cordée, il est vraiment... Ça nie complètement quelque chose qui serait, par exemple, la vie en commun. Je trouve cette expression épouvantable dans ce contexte. Autrement, dans cette exception, oui.
J'ai un mot à vous soumettre à chacun, et ensuite on va lire, enfin en tout cas, on va questionner ce qui est écrit. Le mot que j'aime beaucoup chez vous, c'est le mot tiroir. Pourquoi est-ce que je peux vous soumettre le mot tiroir? Parce qu'on dit toujours qu'à la Fabrique, il n'y a pas de tiroir. Ah oui, c'est vrai. Alors la Fabrique, c'est votre maison d'édition actuelle. Il y en a eu une autre avant. C'était la maison Azan. Et puis avant, il y a eu une autre activité, puisque vous êtes chirurgien cardiaque. Hein, Oui. Mais vous avez laissé tomber le bistouri. Donc, tiroir, pourquoi n'y a-t-il pas à la Fabrique? On notera le nom. La Fabrique, c'est pas l'usine. La Fabrique, c'est de l'artisanat. La Fabrique, c'est 3 personnes pour faire un peu plus de 10 livres par an, pour publier un peu plus de 10 livres par an. Pourquoi n'y a-t-il pas de tiroir dans ces 40 mètres carrés qui abritent votre fabrique? Parce que les tiroirs, c'est des endroits où on planque les trucs qu'on ne veut pas résoudre immédiatement. Et ils y restent pour une durée variable, mais souvent très longue. S'il n'y a pas de tiroir, on a devant soi le réel, le quotidien, ce qui est arrivé hier, ce qui est arrivé avant-hier soir. Avant-hier soir, ça fait déjà un petit moment. Et donc, on ne peut pas laisser s'accumuler devant soi des choses qu'on répugne, qui sont ennuyeuses, qui sont compliquées, qui sont conflictuelles. Il n'y a pas de tiroir, il n'y a pas de placard non plus, ni de cadavre dedans. On essaye. Je pense que nous sommes, cette petite équipe de 3 que nous formons, elle est assez rentable. Et je crois qu'elle est assez rentable parce qu'on essaye de répondre à toutes les questions tout de suite. Bon, des fois, ça entraîne qu'on fait des bêtises, mais finalement, c'est une assez bonne façon de faire. Et hériter de la chirurgie, peut-être. Peut-être. Il faut une réponse à tout dans le moment, le moment opératoire. On ne peut pas laisser les choses en disant bon, on verra. Laisse ça de côté, on a le temps, on verra. Il y a quelque chose qui vous réunit déjà tous les deux. Il y a un de vos personnages qui s'appelle André, Cécile Coulon, dans 3 saisons d'orage. Et André a derrière lui les médecins, il a derrière lui la mort de quelques enfants. Et ce que je note, c'est que dans un de vos livres, Éric Hazan, vous notez qu'il y a chez vous aussi, dans une partie de votre mémoire, ces gens qu'on n'a pas sortis, qu'on n'a pas préservés de la mort. Hein. Je trouvais que là, il y avait quelque chose qui vous rapprochait déjà. J'ai dit tiroir à Éric Hazan. À vous, je dis blaireau, dont j'ai pas le féminin d'ailleurs. C'est vrai, je ne sais même pas comment s'appelle la femelle Moi non du plus. blaireau. Moi non plus. Je l'avoue, je ne sais pas. C'est un quiz. Le quiz du blaireau. Oui, blaireau, c'est un peu mon animal totem, parce que c'est un animal qui ne quitte pas son terrier. Et quand on le déloge de son terrier, il va se mettre à quelques mètres du premier. Et j'avais utilisé cette expression pour parler des gens qui ne quittaient pas la province pour la grande ville, ou en tout cas qui ne quittaient pas les villages pour les grandes villes. Et j'aime beaucoup cette expression parce que je la trouve à la fois tendre et très vraie. Et votre ville, c'est Clermont-Ferrand. Ma ville, c'est Clermont-Ferrand, absolument, oui. Et vous y retournez après cette émission? Oui. oui, j'ai miraculeusement un train qui me permet d'y retourner. Le milieu parisien? Moi, je suis sur les bords, donc le milieu, je le connais très mal, le milieu parisien. On m'en a dit beaucoup de choses, mais je ne sais pas si ces choses sont vraies ou fausses, ou si elles sont totalement inventées ou parfois fantasmées. Je ne sais pas si le milieu parisien existe. C'est une bonne question. Alors vous qui répondez très vite aux questions, est-ce que vous pouvez répondre à celle-ci? Le milieu parisien existe-t-il? Le milieu parisien, ça n'existe pas, non? Il y a 36 milieux. Il y a plusieurs milieux. Oui, beaucoup. Avec beaucoup de rapaces et beaucoup de prédateurs. Surtout quand des maisons d'édition se vendent ou quand on essaie de s'adosser à une maison d'édition parce qu'on a des dettes, qui a pu être votre cas à une époque. Hein. Je voudrais vous faire écouter quelqu'un, ça va nous faire parler de littérature. Je voudrais vous faire écouter Jean Echnoz. Il était sur le plateau des Mots de Minuit en juillet 2013 pour son roman 14, publié aux éditions de Minuit. Écoutez ce qu'il dit sur la manière de nommer les gens.
Charles, Antime, Padiolo, Arsenel, Blanche. Où trouvez-vous ces prénoms-là? Autrement dit, comment est-ce que vous nommez vos personnes? Ah, pour les nommer, pour les Oui. noms des personnages. Le prénom d'Antime, le prénom du personnage principal, comme on dit, c'est un prénom que je connaissais pas, qui existe, que je l'ai trouvé sur un monument aux morts en Picardie. Et il m'a plu. Enfin, je veux dire, il m'a plu parce que c'est à la fois, c'est pas un prénom très fréquent, mais il avait un beau rythme. Et puis, je sais pas, enfin, je crois que ça m'a touché de voir ce prénom inscrit dans la liste comme ça. Les autres, ce sont des noms qui... Je sais qu'il y a un nom qui est celui de Padiolo que j'ai recueilli dans un document sur la première Et guerre. Arsenel, C'est venu comme ça. Ouais, je sais pas. c'est venu comme ça. Ben, oui, il y a des personnages, il y a des noms qu'on peut changer d'une version à l'autre, et puis au fil du texte, qui font pas l'affaire, qui sonnent pas bien. Arsenal, je crois que c'est arrivé comme ça, j'en avais besoin. Cécile Coulon, question que je vous pose de la même manière, et pas seulement parce que le héros, entre guillemets, le cœur du Pélican, s'appelle Antime. Où trouvez-vous vos prénoms qui, en général, c'est aussi... c'est toujours singulier, on va dire. Je suis incapable d'écrire un roman si je n'ai pas des prénoms qui donnent déjà une image assez, comment dire, précise d'un personnage. Donc la recherche des prénoms, et beaucoup plus des prénoms que des noms de famille d'ailleurs, hein, des prénoms. Et pour moi, un des premiers travaux, Oui. Travail, un des travaux. premiers travaux d'écriture. Heureusement, on est en direct, et voilà, j'ai fait ma première faute. Et alors Antime, pour moi c'est magnifique ce prénom, j'adore ce prénom, je l'ai découvert en fait dans ce livre de Jean Echenoz, 14, et ensuite en cherchant... C'est vrai? Oui, Il y a un H. oui, entre- absolument. Alors vous m'envoyez ravi. Et en fait, j'ai aussi découvert que dans l'histoire catholique, il y a Saint Antime, qui était en Grèce un personnage né aveugle, et il a retrouvé l'usage de ses yeux en marchant. Et évidemment, ça a été pour moi une découverte incroyable, puisque c'était l'histoire de ce coureur qui se met à vivre, qui se remet en tout cas à vivre, qui redécouvre la vie en courant. Johanna squattait les matins et les soirs du garçon sans qu'il s'en aperçoive. Elle avait posé ses jalons discrètement, rendu sa présence acceptable, participé à des anniversaires, des fêtes et des banquets de quartier. Même si Antime et sa sœur n'avaient pas une once d'affection pour elle, ils avaient été obligés de l'accepter dans leur vie, ainsi qu'on s'accommode d'une excroissance de peau, d'un grain de beauté un peu large ou d'une voix trop aiguë. Béatrice était un fantasme, Johanna une réalité. Le jour où Antime était retombé du perchoir depuis lequel il aimait chier sur les autres garçons de son âge, il avait heurté la réalité de plein fouet, pendant que le rêve Béatrice battait des ailes, tranquillement installé sur la plus haute branche. Pour monter cogné aux portes du succès, il n'y a pas d'ascenseur, il faut prendre l'escalier et les marches sont branlantes. Impossible de tenir droit là-dessus. Il l'avait dévalé, l'escalier, cul par-dessus tête, et une fois arrivé en bas, tout en sang, tout en larmes, Johanna l'attendait debout, bien droite, cette petite conne, avec ses jupes impeccables, tendait sa main, son bras, son corps, pour l'aider à se relever, et juste au moment où il sentit ses jambes tenir le coup, elle le frappa en pleine poitrine, de façon à ce qu'il retombe pour de bon. Alors il devint, pour les 20 années suivantes, son objet, sa chose, l'animal rendu obèse par la nourriture à foison et le manque de passion. Vous êtes une as de la fiction, jamais de l'autofiction, pas d'autobiographie dans vos textes. Il y a toujours en revanche quelque chose de central dans tous vos romans, depuis le début, c'est l'ambivalence. Personne ne semble avoir trouvé l'équilibre. Alors, pas que tout ne soit pas ambivalence tout le temps, et tout ne soit pas ambivalence dans la complexité actuelle et dans la complexité du monde et des êtres, mais cette ambivalence-là est centrale dans tous vos romans. Que ce soit une ambivalence de classe, que ce soit une ambivalence de paysage ou de lieu, et que ce soit une ambivalence dans les personnes mêmes.
Comment est-ce que vous expliquez ce qui frappe? Il se trouve que j'ai découvert votre œuvre, votre début d'œuvre. Attention avec le mot œuvre. J'aime pas ce mot œuvre. Vous savez Votre pourquoi? travail. Mon travail, parce qu'on Voilà. parle d'œuvre à l'université notamment pour parler des textes des gens qui sont morts. Alors, il faut dire les ouvrages, les livres, mais œuvre, c'est un terme qu'on utilise très souvent pour parler des auteurs morts. Et j'ai envie de vivre encore un peu. Donc j'ai découvert le début de votre artisanat. Bon, Merci. voilà. Et pour le coup, sur 2 mois et demi de temps, 3 mois de temps. Et l'ambivalence est quelque chose qui me frappe immédiatement. Je pense que c'est le lien effectivement entre tous les livres, que ce soit la poésie, les romans ou les On essais. y viendra tout à l'heure. Ouais. Parce que peut-être qu'actuellement dans la réalité, je suis moi-même frappée par la façon que nous avons, qu'ont les médias, qu'ont les professeurs aussi, de décréter qu'il y a des bons et des mauvais, qu'il y a des gentils et des méchants, que tout est noir, que tout est blanc, qu'il y a une certaine façon de penser et qui est bonne et une autre qui serait mauvaise. Et alors, moi, c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup et je trouve que ça mène à des espèces de schizophrénie intérieure et du coup aussi extérieure, mais de pensée, d'être, de posture, de comportement aussi. Et ce qui m'intéresse vraiment, et peut-être que c'est pour ça que j'écris, parce que la littérature est cet espace de liberté et de parole infinie, c'est interroger tout ce qu'il y a entre ces deux pôles, entre ce qui est bien, enfin ce qui est considéré comme bien et ce qui est considéré comme mauvais. Il y a quand même tout un spectre de personnalités, tout un spectre de personnages et de faits et de gestes. Et on a l'impression qu'actuellement, tout ça est oublié, ou en tout cas tout ça est masqué, comme si on n'avait pas le droit d'accéder à ces choses-là. Donc on va dire que tout mon artisanat, j'aime beaucoup ce mot, est basé sur la dissection de ces fulgurances aussi, en tout cas de ces boyaux intérieurs. Enfin, je crois que les boyaux, c'est toujours intérieur. Le médecin ici présent nous dira. Comment vous entendez ce qui vient d'être dit là, docteur Hazan? C'est vrai que la tendance du moment est de mettre les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, et que c'est tout à fait... ça répond à rien. Voilà. C'est quelque chose... Et c'est vrai que c'est pas inutile de le mettre en évidence. Oui. Chez vous, la lutte des classes, ou en tout cas ce qui à une époque a pu s'appeler la lutte des classes, c'est vous décrivez le village dans lequel vient s'installer la famille d'Antime et ces fêtes de village ou ces fêtes de voisins. Ces fêtes de voisins. Et voilà comment vous décrivez quelques lignes. Des hommes qui avaient du mal à tirer leurs crampes, des femmes qui ne voulaient plus qu'on les touche, des hommes rouges accompagnés de femmes pâles, des gens aux chemises et gilets trempés de sueur, aux sous-vêtements usés, aux fantasmes lointains. Leur rêve consistait à se retrouver devant les grillades achetées par lot de 30 au supermarché. Ils rêvent de vivre dans une porcherie, pensait le père du jeune garçon, serrant des mains moites, embrassant des joues qui puaient le tabac, l'alcool fort et la nourriture froide. Votre regard est froid. Je pense pas qu'il soit froid, je crois au contraire qu'il est très brûlant. Brûlant dans le sens où il fait peut-être un petit peu mal, mais c'est un regard d'écriture, c'est un regard de stylo. C'est un regard que j'ai eu le temps de travailler intérieurement et c'est vrai que c'est un portrait un peu acide, mais en même temps c'est ce qui donne au personnage toute son envie d'aller plus vite. Il y avait besoin de cette brûlure pour avancer, pour ne pas être brûlé à son tour. Donc il faut... On n'entend pas beaucoup de compassion dans ce passage. Dans ce passage-là, non, il n'y en a aucune. Il n'y en a absolument aucune. Il n'y en a pas du tout. Est-ce que vous êtes aussi dur avec vous? Avec moi-même, je pense que je suis pire que ça. Et qu'heureusement que l'écriture est là parce que je serais insupportable avec moi-même. Si ça n'existait pas, l'écriture. Dans cet autre livre, Prix des libraires en 2017, 3 saisons d'orage, toujours publié chez votre éditeur, l'un de vos éditeurs de référence, c'est Viviane Ami. Et ce lieu que vous inventez, qui pour le coup, là on a le regard brûlant sur les rapports sociaux. Et dans ce livre-ci, il y a presque un renoncement face aux forces de la nature qui vont imposer à 3 générations d'une même famille des douleurs
insurpassables, puisque la nature les impose. Vous écrivez comme ceci: les Trois Gueules, c'est le lieu, hein, montagne qui est abîmée par les hommes et qui présente trois gorges. Les Trois Gueules n'accueillaient d'animaux que les poissons, les serpents rampant sur les berges et sous la roche, les oiseaux piquant contre les remous. Vue d'en haut, elle semblait accueillante, on voulait y descendre, se rafraîchir à l'ombre des promontoires, naviguer à toute allure sur le cours d'eau. Mais les Trois Gueules avaient pris plus de vie que les vagues des océans, que les marais trompeurs, plus d'enfants que n'importe quelle forêt magique, plus de femmes et d'époux que les routes des montagnes et les lignes droites des grandes plaines. Installés sur les plateaux, les paysans observaient le ciel, s'en prendre à ces trois énormes puits de roches, les écrasant de chaleur, d'orages torrentiels, métamorphosant le cours d'eau en une lame capable de tout emporter sur son passage. Le ciel y mettait toute sa rage, toute sa force. Sa violence n'en rendait les Trois Gueules que plus dangereuses, plus attirantes. Leurs mâchoires attrapaient des oiseaux, recrachaient des cadavres. Vous n'êtes pas tendre non plus avec cette nature-là. Et puis elle n'est pas tendre avec les personnages. Ce que j'ai aimé faire dans 3 saisons d'orage, c'était justement de proposer une nature toute puissante, à laquelle on ne peut pas, comment dire, une nature qu'on ne peut pas contourner, qu'on ne peut pas dompter non plus, qu'on ne peut pas domestiquer. Et j'aime toujours cette idée d'une force supérieure à nous, mais qui ne serait pas une force, on va dire, religieuse, qui est une force qui existe, qui est celle des éléments, qui est celle de la pierre, de la terre, de la forêt, et qui est qu'une seule proposition. Et cette proposition, c'est vivre selon son fonctionnement à elle. Aujourd'hui, ça paraît très compliqué à faire et presque voire impossible, mais c'est quelque chose qui me parle. Peut-être parce que j'ai été élevée de cette façon-là. Mais, Je rappelle que vous vivez à Clermont-Ferrand. oui, et puis j'ai habité longtemps en dehors de Clermont-Ferrand, mais j'ai toujours été élevée dans des grands espaces, des grandes maisons, dans des petits villages au milieu de grandes étendues. Et pour moi, l'idée même d'un immeuble, c'est quelque chose de très étrange. Je me dis, mais pourquoi des immeubles alors qu'on peut faire des maisons? Ça peut paraître idiot, hein, comme dit comme ça, mais quand on a été habitué à beaucoup d'espace, à des horizons infinis, un immeuble, c'est quelque chose de bizarre. On se dit, mais pourquoi? Pas pour Éric Hazan, hein. Et je pense que tout ce texte, 3 saisons d'orage, c'était de dire, faisons un texte où il n'y a pas d'immeuble. Dans un lieu où ça n'existe pas, où l'immeuble n'existe pas. Avant de parler de poésie et de course, et de running, comme on dit aujourd'hui, quelles sont vos références littéraires? Depuis toute petite, vous avez cherché à écrire. Depuis toute petite, grâce à vos parents, semble-t-il, vous avez été en contact avec les livres, avec la littérature. D'abord édité dans une petite maison à Clermont-Ferrand, qui s'appelle Revoir. Édition. Revoir, oui, c'est ça, Revoir Édition. Puis chez Viviane Ami. Donc, quelles sont les grandes marques d'écrivains, pour parler comme aujourd'hui? Il y a eu une première marque qui ont été les lectures à voix haute de mes parents quand j'étais petite, qui ont, on va dire, épaissi mon imagination. C'est-à-dire que c'est devenu pour moi un jeu d'imaginer la suite des histoires qu'on me racontait. Et ces lectures d'enfance, c'était à l'époque, ça s'appelait Je lis des histoires vraies. J'étais abonnée. Je ne sais pas si ça existe encore, Je lis des histoires vraies, j'étais abonnée à ça. Je me rappelle, Mario de Muraille écrivait pour ses abonnements pour les enfants puis pour les adolescents. Il y a eu les histoires de Kipling, évidemment. Il y a eu tous les Chairs de poule de R.L. Stein, qui étaient des collections pour adolescents. Et Stephen King, ça a été des très grands moments de lecture pour moi. Et par la suite, j'ai été bouleversée par la poésie française. J'ai découvert Jacques Prévert à travers Le Roi et l'Oiseau, le film. Et suite à cette découverte, je me suis plongée dans la poésie de René Guicadou, je me suis plongée dans la poésie de Jean Lancelme, puis dans la poésie américaine de Carver, La vitesse foudroyante du passé, ces choses-là. Et je suis restée longtemps comme un sachet de thé dans une eau chaude, à infuser, ou en tout cas à me laisser engourdir par les mots des autres. Ce sera comme un arrêt brutal du train au beau milieu de la campagne un jour d'été. Ah, c'est magnifique. C'est beau, hein, ça. René Guicadou. Oui. C'est peut-être le plus grand poète français, je crois.
J'ai rarement été aussi emportée. Et c'est vrai que la poésie française, la littérature américaine, et ensuite, il y a eu un grand passage quand j'avais 19 ans, j'ai lu Marguerite Yourcenar, et je crois que je ne m'en suis jamais vraiment remise. Ça a été, je me suis dit, après avoir lu Alexis ou le traité du 20 combats, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut écrire maintenant? Qu'est-ce que moi je peux faire? Puisque ça a existé, ça a été fait, et ça m'a nourri. Vous êtes heureuse parce que vous faites ce que vous voulez faire là où vous voulez le faire, c'est-à-dire écrire. Quand on vous écoute et quand on vous lit, on peut être surpris par la... comment je vais dire, l'incroyable connaissance de l'humain que vous avez. Parce que j'ai beaucoup lu, parce que j'ai sans doute beaucoup écouté, et parce que je crois que j'ai un ami qui disait une phrase... Sur l'amour, sur le sexe, Oui, enfin, tout à fait. sur la relation humaine, sur le non-dit, enfin, sur tout ça. J'ai un ami qui disait une phrase très vraie, que je vais réutiliser. Il disait, les écrivains sont comme des sismographes. C'est-à-dire qu'ils ressentent des tremblements, là où la plupart des gens ne voient qu'une surface plate, qui ne bouge pas, une surface immobile. Et peut-être que ça vient de cet effet sismographique, cette sensation de ressentir des choses de manière extrêmement précise et détaillée, parfois un peu douloureuse, et d'emmagasiner tout ça, d'avoir un espèce de tiroir intérieur géant, de mettre tous ces tremblements, et ensuite d'en faire un livre. Donc vous êtes, c'est pas de l'expérience, c'est de la mémoire. Absolument. Je vous propose d'écouter Jean Damascène Abarourema. Vous savez qui c'est? Pas du tout. Il est sur notre plateau en 2015. C'est un rescapé du génocide du Rwanda en 1994. Et il est devenu... enfin non, il a participé et il s'est classé plus que correctement au championnat d'Europe d'athlétisme de Zurich en août 2014. Il finit 13e au marathon. Je faisais les 5 km. J'étais habitué à faire 5 km, 10 km, le semi-marathon. Et à chaque fois, on me parlait du marathon. C'était l'inconnu. Je n'avais jamais couru 42 km, même à l'entraînement. Alors, mon entraîneur m'a dit, soit, comme tu le dis, Jean, tu affrontes l'inconnu, tu vas le découvrir, tu le prévoises, tu vois ce que c'est, ou soit, tu le fuis, c'est l'inconnu qui fait peur, tu ne refais-la jamais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, allez, je vais voir, je vais apprivoiser l'inconnu pour voir. Est-ce qu'il fait vraiment peur? Est-ce qu'il est dangereux pour moi? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé le marathon pour aller découvrir. Commentaire sur celui qui court? Celui qui court a tout à fait, comment dire, donné ce qu'est la course et ce qu'est la vie de manière générale. Soit il y a la découverte de l'inconnu, on se laisse porter par lui, soit on a peur et on le fuit. Et c'est un choix qu'on fait très tôt, je pense, qu'on fait très jeune et très rapidement, et parfois qu'on fait complètement inconsciemment. Et il y a des personnes, comme ce monsieur, qui nous rappellent à la réalité, qui de temps en temps nous sonnent un peu les cloches en disant quel est le choix que vous avez fait. Mais pour moi, la course est le symbole de tout ce qu'on est capable de faire sans savoir qu'on est capable de le faire. Quelqu'un qui court un marathon, que ce soit en professionnel, que ce soit devant des milliers de personnes ou tout seul le soir en sortant du travail, c'est quelqu'un qui fait quelque chose que le corps n'a pas prévu, quelque chose à laquelle le corps n'est pas préparé. Et c'est quelqu'un qui choisit d'aller au bout de lui-même, au bout de sa douleur aussi, au bout de sa souffrance, et de la dépasser en tout cas. Vous dites une chose... vous citez Jacques Anquetil dans votre texte, et vous dites en ce sens la course possède quelques points communs avec le cyclisme. L'ancien champion Jacques Anquetil a dit lors d'une interview au journal L'Équipe qu'il faisait des réserves de douleur pendant la course et que ces réserves lui permettaient, au moment le plus difficile, de décupler sa force. Ce que je remarque dans ce texte publié, cet essai, Petit éloge du running, publié aux éditions François Bourin, que je salue au passage. Vous êtes là, pour le coup, dans ce qui vous concerne, c'est-à-dire que vous parlez de cette douleur que vous devez métaboliser avant qu'elle ne devienne souffrance, et avant qu'elle n'empêche. Qu'est-ce que ça dit de vous,
cette capacité de métaboliser une douleur et surtout de se confronter avec elle, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les coureurs. Je pense que ça dit de moi que j'ai tendance à transformer ce qui fait mal en matériaux, ou en tout cas à transformer la douleur en utilité. Que je considère que toute forme de souffrance, si on a les mécaniques intérieures pour les travailler, devient une matière romanesque, mais aussi dans la vie de tous les jours, un moyen de tout surmonter. Alors, est-ce qu'il faut tout surmonter? Je ne sais pas, c'est aussi une question à laquelle on ne pourra pas répondre rapidement, mais j'essaie en tout cas de ne pas me laisser terrasser. Voilà. Et pour moi, la seule façon de le faire, en course, en écriture ou au quotidien, c'est de transformer tout ça. Vous êtes douloureuse? Est-ce que je suis une personne douloureuse? Oui, je pense. Oui, de toute façon, vous ne pouviez me répondre que par oui ou par non. J'ai caricature. Par rapport à notre marathonien rwandais, je voulais que vous ajoutiez quelque chose parce que ça me semble fondamental. Il disait aussi dans cette émission, en Afrique, l'inconnu provoque la curiosité, en Europe, il provoque la peur. Quand il est arrivé pour la première fois en Europe comme réfugié, sa valise est tombée, s'est répandue sur un tapis roulant alors qu'il arrivait, je crois que c'était à Amsterdam, j'en suis pas sûr, mais je crois que c'était à Amsterdam. Il a demandé de l'aide et personne ne l'a aidé. Je pense que cette anecdote est extrêmement représentative de ce qui se passe. Voilà, actuellement. mais je voulais ajouter. Et puis, Cécile Coulon-Léronce, Le Castor Astral, autre éditeur, et je voudrais terminer avec ceci. Oui. Une fois par jour. Une fois par jour, quelqu'un que je ne connais pas me demande mon avis sur des choses qui ne me regardent pas. Comment faire pour se remettre d'une rupture? Est-ce que je dois avoir honte de ce que je suis? Peut-on tout pardonner? Des questions de ce genre, des questions comme des briques sur le coin de la figure. Et une fois par jour, je réponds que personne ne peut répondre à la place de celui ou celle qui pose la question. Et pourtant, ça continue. Plus j'écris des romans et plus je raconte des histoires idiotes en soirée, plus on me demande des conseils sur les passages difficiles du quotidien. Et puis je vais plus loin dans ce texte-là, et vous concluez de cette manière-là. Fais-toi jouir une fois par jour au moins, pour que ton corps se rappelle que tu en es capable. Fume, mais pas dans ton lit. Fume, mais pas dans les toilettes. Fume, mais pas en regardant les voisins qui s'embrassent sur la terrasse. Si tu veux t'en sortir, nom de Dieu, fais absolument ce que tu veux de ta vie, mais cesse donc de poser la question à quelqu'un qui a mis du temps avant de trouver ses propres réponses. J'ai plus de questions. Non, cela dit, Léronce, c'est de la poésie. Oui. C'est une poésie Narrative. très narrative, très éclatée, etc. Et on approche enfin de vous. Je pense que ce sont les seuls textes autobiographiques que j'ai publiés. Et je ne savais pas comment... Je me suis évidemment posé la question de les publier ou pas. Et surtout, je ne peux pas le faire autrement que sous forme poétique. La France est un lit chaud, les draps n'ont pas été changés et chaque nouveau sanglot fait gonfler les plumes de l'oreiller. C'est une fin d'un autre de vos poèmes. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui, j'ai un objet avec moi, c'est un rouge à lèvres. J'ai choisi le rouge à lèvres parce que quand on embrasse quelqu'un et qu'on a du rouge à lèvres, Ouais. et ben quand on a terminé de l'embrasser, la personne garde sur sa bouche les traces de nos lèvres et du coup ça prolonge le baiser. Donc je trouve que c'est quand même une petite chose absolument effarante. Vous parlez d'ailleurs du premier contact qui n'est pas d'amitié ou qui n'est pas familial dans les ronces. Et c'est les ronces aussi. Hein. Je voulais ajouter deux choses parce que il y a quelqu'un que vous devriez aimer si vous ne le connaissez pas encore. C'est Claude-Louis Combet, Blesse Ronce Noire, par exemple. Et puis je me disais deux choses. Il y a Aragon qui dit que la marche fait les appétits rouges. Et dans ce que vous dites du rapport du corps à l'esprit, vous avez chez Robert Antelme un passage magnifique où ces gens que les nazis veulent cacher à l'armée, aux armées alliées qui s'avancent et qui entraînent dans des marches forcées où des milliers meurent. Vous avez Robert Antelme qui voit une grange et qui dit on va s'arrêter. Et puis il dit si on ne s'arrête pas, je meurs. Et puis il dépasse la grange et il continue à marcher. Regardez ce texte de Robert Antelme qui est tout à fait magnifique. Éric Hazan, qu'avez-vous entendu de votre voisine? Dans ce qu'elle vient de dire, dans la demi-heure. Hein.
trouvais qu'elle parle très bien. Je trouve qu'elle s'exprime avec beaucoup de précision et j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter. Je trouvais ça... Oui, la précision, qui est quand même... parce que la poésie, c'est quoi? C'est le comble de la précision. Pour un chirurgien, ça doit vous parler, cette précision. On écoute un peu de musique et on continue la conversation avec vous, Eric. Samy De Coster, il confirme avec un deuxième album sorti 21 l'originalité de sa route musicale, qui emprunte aussi bien aux crâneries d'Elvis Presley qu'aux chanteurs de charme des années 50. De Glace, Samy De Coster, le rocker cowboy. Écoutez. De glace, je suis resté de glace, de glace. Mon reflet dans l'impasse. Combien de fois me suis-je perdu? Combien de temps ai-je mis pour de glace? Je suis resté de glace, de glace. De profil ou de face, certains ne m'ont jamais revu. Combien de temps ai-je mis pour de glace? Combien de feu m'a-t-il fallu? Combien de temps ai-je mis pour fondre? Après De Coster, Balzac et Paris, La Fabrique Édition, Éric Hazan. Pourquoi? Alors vous êtes un grand marcheur, vous, hein? Vous êtes un arpenteur. On peut dire. Hein, Paris. Alors que Cécile Cycliste Coulon, aussi, cycliste. c'est plutôt l'enracinement. Enfin, c'est
ça a à voir avec la terre, ça n'a pas à voir avec le pavé, ça a à voir avec la terre et ce qui en émane. Chez vous, comme marcheur, et chez Balzac, c'est Paris, c'est donc la ville, avec oui. ses immeubles. Oui, avec ses rues, ses croisements, ses carrefours, ses embouteillages, son bruit. Éric Hazan, la première question, quand j'ai lu Balzac, vous avez fait d'autres livres où vous parlez de marché, mais cela vous concerne. Je me dis, voilà Éric Hazan, il a un parcours qui est extrêmement singulier. Marseille pour échapper aux nazis avec ses parents pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis la guerre d'Algérie, puis un combat et un engagement radical et résolu pour la Palestine et pour son peuple. Et puis finalement, des références comme Balzac et une connaissance, une érudition sur Balzac incroyable. Alors qu'en fait, ça ne correspond pas tout à fait au... alors, comment est-ce qu'on vous qualifierait? Vous n'êtes pas un anarchiste. Non, je ne me reconnais pas dans... Quel est le mot qui vous convient le plus? Critique, c'est pas assez. Subversif? Subversif, subversion, voilà, ouais. Vous êtes un subversif. On va tous se faire arrêter à la sortie. J'espère que je mérite cet adjectif. La subversion étant, étymologiquement, c'est mettre les choses la tête en haut ou la tête en bas, ça dépend. En tout cas, les renverser complètement. Mais alors la subversion, on redira un mot sur l'affaire du Tarnac tout à l'heure. Mais justement, chez le subversif que vous êtes, et qu'apparemment vous avez toujours été. Depuis le lycée, oui. Hein, donc les jeunesses communistes, puis rapidement, après vous rachetez vous reprenez la maison d'édition de papa, ça se passe pas forcément bien, puis vous vous vendez au prédateur qui s'appelle Hachette. Non, j'ai rien dit, excusez-moi. Bon. Et puis vous refondez une maison d'édition qui s'appelle La Fabrique, où là on fait de la subversion. Enfin, on essaie de questionner l'âme du citoyen pour qu'il réfléchisse à la manière de foutre en l'air l'ordre ancien. C'est ça. Et je me dis qu'il y a un paradoxe, puisque là, le type sur lequel vous travaillez, c'est Balzac. Balzac était un peu réac quand même. Oui et non. Oui, dans la mesure où quand il prend la parole, Balzac, soit directement, soit qu'il confie sa pensée à un de ses personnages, il dit des choses comme oui, la société doit être maintenue, et pour la maintenir, il y a deux piliers essentiels, le trône et l'autel. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il pense. Enfin, oui et non. Mais il faut voir comment ce réac décrit le monde des puissants. C'est incroyable. Le Faubourg Saint-Germain, le monde des puissants avant 1830. Les femmes, belles, séduisantes, élégantes, fines, mais des salopes épouvantables, d'une méchanceté, d'un égoïsme, d'une dureté. Et les hommes du Faubourg Saint-Germain, des gâteux, des dégénérés, des gâteux. Alors, bon, en 1830, le pouvoir bascule de l'aristocratie ancienne vers le pognon. Il passe du Faubourg Saint-Germain à la chaussée d'Antin, le pouvoir. Et à la chaussée d'Antin, c'est le royaume des banquiers qui, dans la comédie humaine, sont des voleurs. Nucingen, voleur. Dutillet, voleur, qui a commencé par piquer 3000 francs dans le portefeuille du bon César Birotteau, qui était son patron. Il a commencé dans la vie en lui piquant 3000 francs. Donc, d'un côté, des canailles, des voleurs, de l'autre, des gâteux, des méchantes. Voilà l'univers des puissants. Donc, de ce point de vue-là... L'ambivalence. Oui. Dont on parlait tout à l'heure. Oui. Il faut se souvenir que la comédie humaine a été mise à l'index par le Vatican.
Et quand Balzac a commencé à écrire, à publier dans des feuilletons, en 1935-1936, il y a eu 2 grands journaux modernes qui ont fait surface, Le Siècle et La Presse. Et parmi les caractéristiques de ces journaux modernes, il y avait un feuilleton quotidien. Eh bien, Émile de Girardin écrit à Balzac, « Balzac, mon vieux, j'ai 15 000 abonnés, la plupart en province, et beaucoup de femmes. Alors vos histoires d'adultère, d'enfants illégitimes, tout ça, je reçois des réclamations sans cesse et je perds des abonnés. Alors, mollo, quoi. Mollo Balzac. Mollo, Balzac. Enfin, C'est 12 volumes, la comédie humaine, c'est 12 volumes dans la Pléiade. C'est intéressant parce que, pour le coup, c'est Balzac associé à Paris. Que fait Balzac par rapport à Paris? Est-ce que c'est un sociologue? Est-ce que c'est un historien de la capitale? Vous dites dans votre livre qu'il ne voit pas les grandes évolutions de la capitale. Il passe un peu à côté. ça ne l'intéresse pas. Et alors, en quoi? Alors, à la fin, vous citez une leçon inaugurale au Collège de France de Louis Chevalier, qui dit que Balzac a eu ce génie de parler de Paris par son or et par son plaisir. Comment est-ce qu'on explique ça? L'or et le plaisir, c'est le mantra du début de La fille aux yeux d'or. C'est long prologue magnifique. L'or et le plaisir, ça revient sans cesse. Non, Balzac, c'est pas du tout un sociologue. Ça l'intéresse pas du tout. Il construit une cathédrale. Il le dit. Il utilise ce terme. Il construit une cathédrale et il choisit ses matériaux. Alors, il y en a qui laissent tomber. Par exemple, c'est vrai que la grande transformation de Paris dans les années 1830-40, c'est le train, les gares. Énorme bouleversement urbain, les voies qui traversent la ville, tout ça. Eh bien, il n'en parle jamais. Et même, il est capable, dans Béatrix, de longuement décrire la place de l'Europe, où était à l'époque la gare Saint-Lazare, sans la mentionner. Alors que lui, il le connaissait très bien, le train, puisque quand il habitait au Jardy à Sèvres, il écrit à Madame Anska, d'ailleurs, il écrit en disant « C'est formidable, en 8 minutes, avec le train, je suis dans Paris. » Donc, c'était pas... Mais aucun personnage de la comédie humaine, sauf erreur, ne prend le train. De même qu'il ne décrit pas l'architecture générale d'un quartier, de même il n'identifie pas d'ensemble humain qui réunirait origine ou métier. Pour évoquer certains groupes, il lui arrive d'utiliser un procédé original et magnifique, une longue liste de noms propres. Le Faubourg Saint-Germain, dont vous parliez tout à l'heure, la noble portugaise, une des femmes qui aimait le moins à sortir de chez elle, était la plupart du temps entourée de ses voisins, les Chaulieu, les Navérins, les Lenoncourt, souvent la jolie baronne de Macumer, née Chaulieu, la duchesse de Maufrigneuse, Madame d'Espard, Madame du Camps, Mademoiselle des Touches, alliées aux grands dieux qui sont de Bretagne, se trouvaient en visite, allant au bal ou revenant de l'opéra, le vicomte de Grandlieu, le duc de Rhétoré, le marquis de Chaulieu, qui devait être un jour duc de Lenoncourt-Chaulieu, sa femme Madeleine de Morsauf, la petite fille du duc de Lenoncourt, le marquis d'Ajuda Pinto, le prince de Blamont-Chauvry, le marquis de Beauséant, le vidame de Pamiers, les Vandenesse, le vieux prince de Cadignan et son fils le duc de Maufrigneuse étaient les habitués de ce salon grandiose où l'on respirait l'air de la cour. Voilà comment... Formidable. C'est extraordinaire. Tous ces noms sont choisis un par un avec un soin extrême. Comme intime. Comme intime. Et puis, cette société féminine exceptionnelle que vous évoquez aussi, Balzac montre qu'elle est proche de son cœur. Il aime ces jeunes femmes qu'il a créées. Il les estime et les respecte, alors que les nobles dames de la haute société sont tantôt des évaporées séduisantes, égoïstes et brutales. Et brutale, Antoinette de Langeais, Diane de Maufrigneuse, Feodora, Béatrix de Rochefide, tantôt de plus ou moins vertueuses gourdes. Les Lorettes de Balzac. Qui sont les Lorettes de Balzac? Eh bien, elles n'habitent pas au Faubourg Saint-Germain. Les Lorettes, c'est rive droite. Et c'est même pas carrément dans la chaussée d'Antin, c'est dans une série de petits quartiers satellites autour de la chaussée d'Antin. Notre-Dame de Lorette, Saint-Georges, la Nouvelle-Athènes et plus à l'ouest, le quartier de l'Europe. Une série
de quartiers satellites de la chaussée d'Antin. Et ce sont des jeunes femmes qui sont actrices, danseuses, acrobates, ou simplement jeunes femmes entretenues. Et elles ont en commun, Balzac le dit, elles sont bienveillantes. Et elles sont généreuses, à la différence des dames du Faubourg Saint-Germain qui ne le sont jamais. Elles sont généreuses. Florine, dans Une fille d'Ève, pour que son Nathan chéri puisse avoir un journal, elle vend tout ce qu'elle a. Elle change d'appartement, elle vend tous ses bijoux, tout ça. Et elle donne un dîner magnifique, une fois tout ça vendu, ramenant tous ses amis dans un appartement vide. Ou Coralie, dans Illusion perdue, c'est pareil. Pour son Lucien chéri, elle déménage de son joli appartement de la rue de Vendôme, la rue Béranger actuelle, et elle va dans une boui-boui rue de la Lune, où d'ailleurs elle finira par mourir. Et Lucien écrira à son chevet ces articles en pleurant. Non, ce sont des femmes attachantes, drôles, spirituelles, jolies. Et marquées par la liberté. Enfin, une forme c'est ça. d'émancipation avant, Tout à fait. avant le combat féministe. Hein. Tout à fait. C'est ce qui est marquant aussi dans votre texte. Drôle. Drôle. Spirituel. Je voudrais vous faire écouter, on l'a croisé il y a 3 semaines au Festival des Langagières au TNP à Villeurbanne, Jacques Roubaud. Alors Jacques Roubaud a quelque chose de particulier avec vous, c'est un grand arpenteur de Paris, ce qui l'inspire dans sa poésie. Vous dites, Cécile Coulon, que j'écris parce que je cours, ou je cours parce que j'écris. En tout cas, l'un il est lié à l'autre. Chez Roubaud, la marche, chez vous, la marche dans Paris est aussi inspirante. Écoutez-le. Est-ce que vous êtes encore marcheur ? Vous êtes un grand piéton. C'est exact. Et je suis en un sens toujours piéton, bien que je sois puni, parce que je marchais beaucoup. Et maintenant, je marchais beaucoup, mais j'avais envie de marcher. Ouais, je marchais pas énormément. J'ai descendu le Mississippi à pied. Enfin, j'ai fait beaucoup de marches. Et je suis puni parce que maintenant, ce sont des marches obligatoires et difficiles. Voilà. À cause de différents problèmes de santé, n'est-ce pas? Et donc, c'est une sorte... Je suis passé d'un état de marcheur passionné et volontaire à un état de marcheur involontaire et pas du tout passionné. Pour remédier. Voilà. Marcheur, alors on voit bien que chez Roubaud, c'est un peu triste aujourd'hui. C'est devenu une obligation là où c'était un plaisir et une inspiration. Qu'est-ce que c'est que la marche dans Paris pour Balzac? Les 3/4 du temps, il fuit ses créanciers aussi. Non, quand il fuit ses créanciers, il déménage carrément, il ne marche pas. Sans dire où il va. Hein, mais... Sans dire où il va, en essayant que sa prochaine destination reste secrète. Ça ne marche pas souvent, ça ne marche pas longtemps en tout cas. Il a raté sa vie comme éditeur. Hein, oui, il a fait faillite. Soit dit en passant. Non, la marche, je pense qu'elle est beaucoup utilitaire. Il marche beaucoup. Il ne prend pas le train, je l'ai dit. Il ne prend pas non plus les transports en commun. Il marche avec ses grosses bottes, ses grosses chaussettes. Il est habillé comme un plouc, hein, Balzac. Pas du tout élégant. Et il a besoin de 3 cafés pour faire son fameux mélange. Et les 3 marchands sont aux 3 coins de Paris. Donc déjà, il faut qu'il marche. Il marche entre ses imprimeurs, qui sont un peu plus concentrés du côté de ce qui est aujourd'hui le 6e arrondissement. Il marche entre ses éditeurs, qui eux sont un peu partout. Il marche entre ses amis. Il n'hésite pas à aller, par exemple, de Passy à la place des Vosges pour rendre visite à Victor Hugo. Il marche, c'est un marcheur... qu'il admire, d'ailleurs. Qu'il agace et qu'il admire. Comme beaucoup de gens, hein, Hugo, il y a souvent ça. Hein, il y a souvent un mélange d'admiration et d'agacement.
Je voudrais vous faire écouter, pour le coup, un moment d'actualité, et puis on terminera cette conversation avec vous, si vous voulez bien, sur votre dimension plus politique, moins balsacienne. Écoutez. Timide, sourire aux lèvres, Hildune Lévy s'apprête à entendre le jugement du groupe dit de Tarnac, présenté initialement par l'accusation comme un dangereux groupuscule terroriste. Après une longue lecture, la présidente prononce une relaxe quasi générale des 8 prévenus. Ce qu'on voit, c'est qu'il ne faut jamais lâcher, il ne faut jamais cesser de se battre contre toutes les machines à broyer, quelles qu'elles soient, de l'antiterrorisme jusqu'au tractopelle à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui. Julien Coupat, considéré par les enquêteurs comme le théoricien de ce groupe libertaire, est également lavé de tout soupçon. Sabotage sur des lignes SNCF en 2008, association de malfaiteurs. Toutes ces accusations ont été balayées en 3 semaines de procès. Ça désavoue, pour ne pas dire, ça humilie le parquet, les juges d'instruction antiterroristes qui se sont penchés sur ce dossier. Un fiasco judiciaire selon la défense qui depuis 10 ans dénonce une manipulation des services de renseignement sous la pression politique du gouvernement de l'époque. C'est une page qui démontre que la justice peut être instrumentalisée politiquement, qu'elle peut devenir une arme politique quand en 2008 on décide, un certain gouvernement décide que l'ennemi public numéro 1 ce sera l'ultra-gauche. Seul un des prévenus est condamné à 4 mois de prison avec sursis. Le parquet a 10 jours pour faire appel de cette décision. Et le parquet n'a pas fait appel. Non. Et en 2007, un certain éditeur qui s'appelait Éric Hazan publie à La Fabrique, signé par un comité invisible, L'insurrection qui vient. Et ce texte, qui est aujourd'hui vendu à plus de 50 000 exemplaires. Ah oui, largement. Largement 50 000 exemplaires. Ce texte a servi de document essentiel à une accusation montée de toutes pièces, notamment par Madame Alliot-Marie, qui à l'époque était ministre de Justice ou d'Intérieur ? Intérieur. Intérieur. Voilà. Oui, c'est vraiment un montage policier de A à Z, quoi. Et la présidente du tribunal, elle a lu un jugement pendant 3 quarts d'heure qui montrait d'une façon vraiment éclatante et courageuse que, au fond, c'était un montage policier. Et ça leur a quand même pollué l'existence aux amis du comité invisible et les autres pendant 10 ans. Ça a duré 10 ans, cette affaire. C'est terminé cette année. Oui. Je voudrais terminer avec ce que vous faites. Donc, le Comité Invisible a publié 2 autres livres chez vous, à vos amis et maintenant, je crois. À nos amis et maintenant. Hein. Qu'est-ce que une maison d'édition comme la vôtre, qui publie notamment Jacques Rancière, qu'est-ce qu'une maison d'édition aujourd'hui veut encore publier pour être... j'allais dire efficace, je dirais plutôt efficiente. Qu'est-ce que vous avez envie de publier aujourd'hui ? Je dis un mot, par exemple, sur... je vous ai entendu dire, je crois que c'était l'année dernière, sur une émission de France Culture, que vous étiez... que vous ne vouliez plus publier de livres sur la misère du peuple palestinien, parce qu'en la matière, vous avez publié une quantité incroyable de livres, et vous avez tout dit. Et vous avez tout dit. Enfin, les auteurs qu'on a publiés. Voilà, avec les auteurs et aujourd'hui, vous cherchez autre chose. Alors, vous parlez par exemple du boycott intellectuel d'Israël, année d'Israël en France, par exemple, etc. Ce boycott-là, pas forcément le boycott des produits. Hein. Mais la dernière question que je vous pose, c'est aujourd'hui, vous êtes un éditeur subversif. Vous voulez un éditeur subversif. Quel est le livre, les livres qui sembleraient d'une bonne politique éditoriale ? Eh bien, j'ai l'impression que si on ne sort pas un peu du domaine un peu aride et desséché des sciences humaines pures et dures, on va finir par ennuyer tout le monde. Et je crois que ce que j'aimerais, c'est publier, disons, des écrivains qui écrivent une littérature politique.
On l'a fait avec Nathalie Quintane. On peut dire que c'est un écrivain, même elle... Publié aussi chez POL. Hein, ouais. Elle se considère comme rien du tout, mais disons qu'elle fait partie des gens qu'on appelle poètes. Et on a publié d'elle 2 livres, Les années 10 et Ultra Proust, qui, je crois, vont dans cette direction. C'est-à-dire ce sont des livres clairement politiques, qui ont tout à fait leur place dans le catalogue de la Fabrique. C'est pas comme si on publiait soudain un roman. Ça, non. C'est ça. Mais c'est difficile. C'est difficile. Je pense que, par exemple, Annie Ernaux a écrit des livres qui sont dans ce que j'appellerais littérature politique. Des livres, vous dites aussi des livres programmatiques, pour réfléchir à l'après. Oui. Et vous êtes radical. On ne peut pas rafistoler le système. Le système est à foutre en l'air. Il s'est déjà foutu en l'air. Il s'est déjà foutu en l'air. Comment dire, la notion de société et la notion de politique, qui étaient au fond les amortisseurs du système, qui lui permettaient, vaille que vaille, de rouler, ces amortisseurs ont lâché. Et aujourd'hui, on peut dire que il y a clairement 2 camps. Les pauvres et ceux qui, n'étant pas pauvres, se rangent de leur côté et les soutiennent. Et puis, de l'autre côté... les premiers de cordée. Les premiers de cordée, c'est ça. Il y a beaucoup, de l'autre côté, il y a beaucoup d'attentistes. Et puis, il y a aussi les collaborateurs de l'ordre existant. Et entre ces 2 camps, on n'est plus dans la politique, on est dans la guerre. Au sens symbolique, j'imagine. Oui, parce que pour l'instant. La guerre, comme on l'imaginait autrefois, aurait plus de sens aujourd'hui. Non. Non. D'ailleurs, on la perdrait. Cécile Coulon, qu'avez-vous entendu de votre voisin urbain? Non, Éric Hazan, pas urbain. Mais bon. J'ai surtout entendu que la littérature et l'édition, parce qu'on oublie quand même que la littérature, c'est un texte, mais pour qu'un texte soit lu, il faut qu'il soit édité, quoi qu'on en dise. Et cette idée qu'une édition est subversive me ravit, parce que je pense que de toute façon, l'écriture est un acte subversif en tant que tel. Donc, cette idée qu'il y a c'est plus qu'un renversement de l'ordre établi, c'est d'aller au-delà de l'ordre établi. Ça me plaît beaucoup. Merci à tous les deux. Alors je rappelle, Cécile Coulon, c'est au Castor Astral, c'est chez Viviane Ami, c'est aux éditions François Bourin, et Éric Hazan, c'est chez lui-même, c'est-à-dire à la Fabrique Édition. Merci d'avoir été tous les deux dans cette conversation. Ça a été un plaisir de vous recevoir. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis notamment, et il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. À la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.